Bonjour ou bonsoir à chacune et à chacun. Notre sujet du jour, comment faire une meilleure répartition des résultats de l'activité économique et en particulier des résultats de l'entreprise. Je voudrais, en guise de chapeau de cette chronique, vous citer Winston Churchill, qui était le Premier ministre anglais pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui a un comportement tout juste exceptionnel, héroïque. C'est lui, c'est grâce à lui, largement, plus évidemment tous les soldats, notamment antillais, mais c'est grâce à lui que Hitler a été vaincu dans des limites de temps relativement raisonnables, avec l'aide, il faut le dire, Churchill, avec l'aide de la Russie, on oublie trop souvent de le rappeler. Alors Churchill disait de l'entreprise la chose suivante. Certains considèrent l'entreprise privée comme un tigre féroce qu'il faut abattre. Certains considèrent l'entreprise privée comme un tigre féroce qu'il faut abattre. Et puis il continuait, d'autres la voient, cette entreprise, comme une vache à traire. Vous voyez que ce n'est pas nouveau, ce qu'on entend dire aujourd'hui. Et puis il finit, il dit Churchill, très peu la considèrent comme un cheval robuste qui tire le char. Donc très peu la considèrent comme un cheval robuste qui tire le char. En réalité, ce qu'il nous faut aujourd'hui, je le dis d'emblée, c'est faire en sorte que nous ayons un capitalisme orienté et contrôlé, mais libre. Un capitalisme orienté et contrôlé, mais libre. Alors, commençons par l'état des lieux. D'abord, quand on parle économie, il faut avoir un minimum, je dirais, d'informations sur ce qui gouverne la vie des entreprises. Et là, je sais qu'un certain nombre d'entre nous ne sont pas acquis à l'entreprise et même considèrent l'entreprise comme un mal nécessaire. Je vous donne une illustration de ce point de vue exagéré tel que j'ai pu le constater il y a quelques années lorsqu'on préparait les manifestations de célébration du 150e de l'abolition de l'esclavage. Eh bien, dans un document établi par une grande collectivité de la Martinique, il était écrit que le lieu qui rappelait le plus dans le monde contemporain la plantation esclavagiste, c'était l'entreprise. C'est vous dire à quel point on en était dans cette grande collectivité en termes de méconnaissance des problèmes de l'entreprise. Ce qui ne veut pas dire que l'entreprise n'a pas de progrès à faire. Alors, si on commence par un état des lieux, il est nécessaire de faire un peu d'informations un peu basiques. Chacun d'entre nous a entendu parler d'un bilan, a entendu parler d'un compte de résultats, a entendu parler de la marge nette, bref, des bénéfices. Mais il faut quand même se rappeler, je demande aux experts comptables ou aux banquiers qui m'écoutent peut-être de me pardonner de rappeler des choses aussi simples, mais il faut que vous sachiez, comptables, banquiers, hommes d'affaires, que 80% des gens ne savent pas exactement ce que c'est qu'un bilan ou bien qu'un compte de résultats. Alors, un bilan, c'est un document qui était imprimé, mais qui est maintenant évidemment imprimé aussi sur support électronique. C'est un document qui résume ce que possède une entreprise. Dans votre famille, vous savez ce que vous possédez et ce que vous devez. Eh bien, l'entreprise est obligée chaque année de faire un bilan dans lequel elle affiche tout ce qu'elle doit et tout ce qu'elle a. Alors, la partie droite du bilan, c'est un document en 2 colonnes, pas plus, c'est pas très compliqué en termes de présentation. Alors, dans la partie droite, il y a ce que l'entreprise doit à ses actionnaires, à ses banquiers et à ses fournisseurs. Tout ce qu'elle doit, est à droite dans la colonne passif. Elle s'appelle passif
du bilan. Et puis, dans la colonne de gauche du bilan, qu'on appelle actif, donc d'un côté passif, de l'autre côté actif, il y a ce que l'entreprise possède. Il y a ses immeubles, il y a ses machines, il y a ses stocks, et notamment les stocks circulants qui tournent beaucoup, et puis il y a sa trésorerie, ce qu'elle a à la banque, ce qu'elle a en caisse, etc. Et naturellement, il est souhaitable que ce que l'entreprise possède soit plus important que ce que l'entreprise doit. Et donc, comme la colonne de gauche est normalement plus forte que la colonne de droite, eh bien, on va inscrire le bénéfice de l'entreprise dans la colonne de droite pour équilibrer la colonne de droite et la colonne de gauche, pour équilibrer le passif et l'actif. Vous voyez que vous êtes devenu expert comptable en quelques minutes. Mais c'est l'essentiel, on va vous promener avec... On peut en parler pendant 6 mois de ce que je viens de dire. Mais en mettant ça dans vos têtes, vous avez l'essentiel. Et puis, en plus de ce bilan, et d'ailleurs pour parvenir à ce bilan, l'entreprise établit un document qui résume ce qu'elle a fait pendant toute l'année. C'est-à-dire tout ce qu'elle a acheté, c'est ce qui se trouve dans la colonne de gauche, tout ce qu'elle a acheté, tout ce qu'elle a payé, le personnel en particulier, les matières premières, les loyers, bref, tout ce que l'entreprise a dépensé, et puis à droite, eh bien, tout ce que l'entreprise a encaissé, les recettes, pour être simple là aussi. Donc, vous avez normalement, naturellement, des recettes qui sont plus importantes que l'ensemble des dépenses. Et puis la différence entre toutes ces recettes et toutes ces dépenses constitue, il y a 150 mots pour qualifier ça, la marge nette ou bien le bénéfice, disons tout simplement le bénéfice, pour ne pas aller chercher midi à 14 heures. Alors lorsque vous regardez le montant de ces bénéfices et que vous le comparez au chiffre d'affaires de l'entreprise, ça vous donne un pourcentage. Le bénéfice, il peut être de 20% du chiffre d'affaires, notamment pour les petites entreprises qui font une activité de service, mais le plus souvent, pour les grandes entreprises en particulier, le bénéfice ne représente que 2%, 3%, 4% du chiffre d'affaires. Alors, quand le chiffre d'affaires est faible, évidemment, ça fait un bénéfice qui n'est pas non plus très élevé. Mais quand le chiffre d'affaires se compte par millions ou par centaines de millions et que vous faites un bénéfice correspondant à 2% de quelques centaines de millions, ça veut dire que vous avez quand même gagné beaucoup d'argent. Donc il est de coutume, notamment ces derniers mois en Martinique, quand on parlait des bénéfices des uns et des autres, eh bien de ramener le bénéfice au chiffre d'affaires. Mais il faut compléter cette approche par une comparaison entre le bénéfice et le capital investi. C'est-à-dire combien d'argent le chef d'entreprise a mis sur la table pour acheter du matériel, louer ou acheter ou construire des immeubles, aller voir la banque pour dire voici ce que j'ai déjà pour faire ce que je veux faire comme activité économique. Combien le chef d'entreprise a mis sur la table. Et ça, c'est très intéressant de savoir combien le chef d'entreprise a mis sur la table, parce qu'il y a des normes. Disons que, d'une manière générale, on considère qu'un bénéfice égal à 20% de ce qu'on a apporté est un énorme bénéfice. Et lorsque le bénéfice est à 1 ou 2% de ce qu'on a apporté, c'est un bénéfice qui est très faible et qui met l'entreprise en danger. Disons qu'en règle générale, encore une fois, eh bien, on considérera qu'un bénéfice intéressant est un bénéfice qui est de l'ordre de 10%, de 15% chaque année de ce qu'on a mis sur la table, du capital qu'on a mis en œuvre pour obtenir le bénéfice qu'on a obtenu. C'est un peu ça, si vous voulez, les points les plus importants sur lesquels je voulais insister auprès de vous pour que vous soyez plus à même
de comprendre les débats qui sont en cours et qui seront de plus en plus en cours sur l'activité des entreprises et sur les résultats des entreprises. Alors, une entreprise est là pour quoi? On a déjà eu l'occasion d'en parler, mais il est indispensable d'y revenir et on va encore y revenir dans le futur. Une entreprise est là d'abord pour faire des bénéfices. L'entreprise n'est pas une association, ce n'est pas une œuvre de bienfaisance. L'entreprise est là pour faire des bénéfices et pour permettre à celui qui en est le propriétaire de faire les investissements avec les bénéfices. Les bénéfices servent à faire les investissements qui vont faire les emplois et les autres bénéfices de demain. Si vous vous contentez de gaspiller tous les bénéfices que vous avez faits chaque année et que vous n'investissez pas, que vous n'entretenez pas votre matériel, que vous n'achetez pas les machines les plus modernes parce que votre concurrent, lui, achète les machines les plus modernes, vous allez disparaître. Et c'est ça qui fait la différence entre les bons chefs d'entreprise et les moins bons chefs d'entreprise. Les bons chefs d'entreprise sont ceux qui font suffisamment de bénéfices pour réinvestir et assurer la pérennité non seulement de leurs propres bénéfices, mais la pérennité des emplois. Parce que ceux qui ne l'ont jamais fait ne représentent pas ce que ça veut dire que quelqu'un dise à une autre personne « je te recrute et je te garantis que tous les mois, tu auras un salaire qui te permettra de nourrir ta famille ». Combien d'entre vous ont déjà pris ce risque-là? Combien d'entre vous ont déjà pris ce risque-là? Je suis de ceux qui l'ont pris et d'autres également l'ont pris, qui sont vilipendés à longueur de journée. Alors donc, l'entreprise a besoin de faire des bénéfices, l'entreprise a besoin d'investir, l'entreprise a besoin de garantir sa pérennité. Mais l'entreprise n'est pas là uniquement pour faire des bénéfices. L'entreprise est là aussi pour assurer l'épanouissement de ceux qu'elle emploie pour faire ces bénéfices. Et donc cet épanouissement s'obtient de quelle façon? Il s'obtient de plusieurs façons. Il s'obtient naturellement par la garantie d'un salaire régulier et décent. Régulier et décent. Alors, c'est quoi un salaire régulier et décent? En France, les pouvoirs publics ont décidé qu'un salaire décent, c'était le SMIC à 1 400 € par mois net. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec 1 400 € par mois net, on est dans un étiage de salaire décent? Le groupe Michelin considère qu'en France, si on n'a pas 2 000 €, on n'a pas un salaire décent. Et les pouvoirs publics eux-mêmes, il y a quelques années, je pense que ça continue encore, a décidé de venir en aide à ceux qui, travaillant, gagnaient moins de 2 000 €. Ça veut dire, quelque part, de manière sous-entendue, que lorsqu'on gagne moins de 2 000 €, on a besoin d'être aidé. Donc, le SMIC devrait être au minimum à 2 000 €. Mais il ne peut pas être à 2 000 €. Parce que la France est un pays où la chaîne du bœuf coûte plus cher que le bœuf. C'est-à-dire que nous, en Martinique, on sait que lorsqu'on va acheter un bœuf, lorsqu'on va acheter une vache, une génisse, eh bien, on ne peut pas l'acheter sans pouvoir la transporter. Et il faut une chaîne pour ça. Et normalement, si vous achetez une génisse ou une vache 1 000 €, vous n'allez pas dépenser 1 200 € sur la chaîne. Et la France est un pays où ceux qui représentent la chaîne, c'est-à-dire tout le service public, eh bien, dépensent 57% du produit intérieur brut, sans compter le poids que le secteur public a en termes de lois, de décrets, d'ordonnances, d'arrêtés, tout ce que vous voulez. Or, ce secteur public, il est là normalement
pour aider à avoir le mieux possible ce qu'on a dans la tête et le mieux possible ce qu'on a dans le ventre, c'est-à-dire la culture et puis la nourriture, de quoi vivre au quotidien, le transport, le logement, etc. C'est ça le but d'une société. La santé, naturellement, fait partie également de ce à quoi on a droit quand on vit dans une société normalement, enfin correctement organisée. Et le secteur public est là pour aider à ce qu'on ait ce qu'il faut avoir dans la tête et ce qu'il faut avoir dans le ventre. Mais il se trouve que le secteur public, eh bien, il détient beaucoup plus que ça. C'est ce qui me permet de dire que la chaîne coûte plus cher que le bœuf. Et tout le problème de la France aujourd'hui, c'est très concret ce que je vous raconte, tout le problème de la France est d'obtenir un rééquilibrage. Imaginez que sur un terrain de football, vous ayez 11 joueurs d'une équipe, 11 joueurs d'une autre équipe, et puis une vingtaine d'arbitres pour faire en sorte que la partie de football se déroule convenablement. Vous diriez qu'il y a un problème, il y a un arbitre, un seul, sur 23 personnes qui sont sur le terrain, et puis vous avez des arbitres de touche de part et d'autre, puis vous en avez maintenant devant des téléviseurs. Mais sur le terrain, ce qui existe, eh bien, c'est un seul arbitre. Alors, le problème est de rééquilibrer. Je ne dis pas qu'il faut que le secteur public représente 10% du produit intérieur brut, mais entre 10% et 57% au niveau national, et même chez nous, 70% au moins, si on tient compte du fait que l'économie privée est relativement peu développée. Bien, il y a un écart sur lequel il faut travailler, et sans porter atteinte aux intérêts des uns et des autres. Aucun fonctionnaire n'est responsable de la situation de la France. Si, il y en a quand même quelques-uns au plus haut niveau qui sont très directement responsables, mais le fonctionnaire moyen, eh bien, il a choisi une carrière, il faut le remercier de faire le maximum de ce qu'il peut faire. Mais dès aujourd'hui, je rappelle qu'il est possible de faire en sorte que les objectifs professionnels de chaque fonctionnaire soient fixés en début d'année et qu'à la fin de l'année, eh bien, on ait une évaluation des résultats qui ont été obtenus avec les moyens mis à la disposition du fonctionnaire en question. Alors, pour aller plus loin, comment faire pour faire en sorte qu'il y ait une meilleure répartition des résultats de l'activité économique, en plus d'un salaire décent, en plus d'un contenu de travail intéressant qui doit conduire le salarié à ne pas attendre avec impatience l'âge de la retraite, mais qui pourrait conduire à ce que l'âge de la retraite soit négocié, individu par individu avec l'employeur. Donc, en plus du salaire, il y a le contenu du travail, il y a la valorisation sociale du travail de chacun, etc., etc. Alors qu'aujourd'hui, on est dans une situation où la dignité de l'homme est foulée aux pieds parce qu'il n'y a rien de plus regrettable, et j'en prends un mot très faible, pour un homme que d'être obligé de compter uniquement sur la solidarité nationale pour vivre. Un don sans contre-don est une atteinte à la dignité de la personne. Il est indispensable qu'on soit conscient de cela et qu'on respecte la Constitution qui prévoit, article 5 du préambule, qui prévoit que chacun a l'obligation de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Alors, pour aller vers une plus juste répartition des résultats de l'activité économique, il faut d'abord se rappeler que tout le monde n'est pas capable de créer une entreprise et qu'il faut respecter les 15 ou 20% de gens, maximum, qui sont capables de créer une entreprise, mais pas seulement pour eux-mêmes, mais pour eux et d'autres personnes. Il faut les respecter, les accompagner, leur donner les moyens de travailler. Mais une fois que l'entreprise gagne de l'argent, une fois que l'entreprise paye convenablement ses salariés, il faut développer l'intéressement, il faut développer la participation. Il faut faire en sorte, et beaucoup de chefs d'entreprise, notamment en Martinique, n'ont pas compris que lorsque une entreprise bénéficie
du talent, de l'ingéniosité, de l'imagination d'une seule personne ou de deux personnes, elle est forcément moins efficace que si elle s'organise pour bénéficier du talent, de l'intelligence, de l'imagination de tous les membres du personnel. Elle va gagner en part de marché, elle va gagner en bénéfice et tout le monde sera satisfait. Il faut que ceci soit compris parce que c'est l'une des clés, je ne dis pas la seule clé, c'est l'une des clés de l'amélioration de la relation sociale à la Martinique. Je sais bien que les entreprises martiniquaises sont le plus souvent des entreprises familiales et qu'il y a dans la comptabilité un certain nombre de postes qu'on n'a pas trop envie de faire connaître, notamment à des syndicalistes sans culture économique, tels que nous en avons beaucoup à la Martinique, malheureusement. Mais il faut franchir ce pas-là, et à partir du moment où on a fait le ménage dans l'entreprise et dans les comptes de l'entreprise, oser les ouvrir pour que tous les salariés puissent participer à l'analyse des problèmes et aux propositions de solutions et propositions de développement et d'amélioration de la rentabilité dans l'entreprise. Un autre moyen de mieux faire participer toute la population au résultat de l'activité économique, c'est bien d'encourager la création d'entreprises mutualistes et coopératives. Que dans l'entreprise mutualiste et coopérative, les bénéfices ne vont pas dans la poche des actionnaires. Les bénéfices vont à l'entreprise elle-même. Il y a en général un tout petit pourcentage qui est versé à ceux qui ont souscrit au capital social, mais l'essentiel des bénéfices d'une mutuelle, d'une entreprise mutuelle ou d'une entreprise coopérative reste dans l'entreprise et sert à la formation du personnel, à l'acquisition de compétences nouvelles, au développement de l'entreprise, et tout cela pour le bien de tous, personnellement. J'ai eu l'occasion, parce qu'il est intéressant de savoir quand quelqu'un vous parle, de quel droit il vous parle. Parce que vous avez des gens qui parlent de tout sans rien connaître, il faut le dire. Des gens qui voient une émission de télévision sur la chirurgie rénale ce soir et puis qui demain matin vont donner des leçons de chirurgie rénale à un chirurgien qu'ils vont croiser. Ou bien qui vont vous parler de banque alors qu'ils ne savent pas ce que c'est que le fonctionnement d'une banque. Mais je peux vous dire que j'ai fait du conseil international, notamment en Pologne, sur la banque mutualiste, et que ce que j'ai eu à régler comme problème constituait un véritable miracle pour les gens qui travaillaient, les gens qui étaient administrateurs de ce groupe sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler, avec sous mes ordres des experts de la Banque mondiale. Eh bien, cela vous change l'ambiance d'un pays quand on sait qu'un grand groupe bancaire qui joue vraiment le jeu, parce qu'un groupe bancaire qui est trop dépendant de la bourse, par exemple, peut poser problème, il faut le dire aussi. Donc quand un groupe bancaire joue le jeu de la mutualité, joue le jeu de la coopération, et fait de ses clients, de ses usagers, ses propres propriétaires, eh bien cela change beaucoup l'ambiance économique et l'ambiance sociale dans un pays donné. Et puis un troisième élément qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut quelque part accompagner l'entreprise dans sa politique de distribution de revenus. C'est-à-dire que lorsqu'une entreprise fait systématiquement des bénéfices très élevés par rapport à ceux qui a été investi au départ, il faut lui rappeler non pas qu'elle ne doit pas faire de bénéfices, mais que la répartition de ces bénéfices-là doit également penser au personnel et aux clients. C'est-à-dire qu'il y a c'est déjà le cas en Martinique, il y a un grand groupe de distribution qui fait des ristournes régulières. Et je crois qu'il n'est pas le seul, il y en a plusieurs qui font la même chose, qui font des ristournes régulières aux clients en proportion naturellement des achats que les clients ont faits dans ces groupes-là. Donc c'est une façon de faire, c'est une ouverture, ces ristournes qui sont faites,
Il faut simplement, à condition de préserver les équilibres fondamentaux de l'entreprise, qu'elle puisse faire des réserves, qu'elle puisse faire des provisions, eh bien, permettre que soit distribué aux employés, aux salariés et aux clients qui font à l'entreprise la grâce d'aller acheter chez elle, eh bien, un retour en quelque sorte sur un retour en reconnaissance de l'argent apporté, redonner au client une partie de ce qu'il a apporté. Tout le monde, dans ce contexte-là, se portera mieux. Le pas le plus important que les entreprises martiniquaises, quelle que soit leur taille, puissent faire aujourd'hui pour apporter une sorte de décompression, en tout cas une amélioration significative du climat social que nous vivons aujourd'hui et qui doit être amélioré considérablement, ce pas-là, c'est d'aller au-delà de ce que prévoit la loi en matière d'intéressement et de participation. Et de cela, les entreprises sont capables, en tout cas, celles qui gagnent de l'argent. Toutes ne gagnent pas d'argent. Il y a beaucoup d'entreprises en difficulté, notamment du fait d'un comportement scandaleux de collectivités publiques qui ne payent pas les entreprises en temps et heure. Beaucoup d'entreprises en difficulté. Et ceux qui désignent le patron en disant que le patron est un voleur, un exploiteur, doivent savoir qu'il y a beaucoup de patrons qui, à la fin du mois, ont moins d'argent pour manger que ce qu'ils ont distribué à leurs salariés les moins payés. C'est ça aussi l'entreprise. Encore une fois, être chef d'entreprise, alors beaucoup ne veulent pas être salariés. Ils disent, mon paquet, il travaille en bas graine bétière, ou bien graine patron, c'est ce que disent. Mais vaut mieux être employé d'un patron et gagner convenablement sa vie, en tout cas, chacun fait son choix, que de galérer en tant que patron et avoir une inquiétude matin, midi et soir pour savoir combien on va gagner pour payer les salariés. En tant qu'ancien directeur de banque, j'ai vécu avec parfois beaucoup de difficultés les coups de fil du vendredi après-midi où le patron de petites entreprises demandait un dépassement de découvert déjà en dépassement pour pouvoir payer les 5 ou 6 personnes qui attendaient d'être payées pour donner de l'argent à leurs femmes et à leurs enfants. Il faut savoir que c'est ça. L'entreprise doit être respectée. Mais l'entreprise aujourd'hui, notamment celles qui gagnent des sous, eh bien, ont un pas à faire vers un développement de l'intéressement et de la participation. Donc, il nous faut avoir cela en tête et puis tenter, chacun à notre place, eh bien, de faire avancer ces idées-là, si on y souscrit. Merci de votre écoute. À un autre soleil.